Voilà, pour terminer avec ces rappels, nous allons revoir brièvement le principe de la récursivité qui est fondamental en algorithmique. D'abord, la définition. Un objet récursif, c'est un objet qui est défini en fonction de lui-même. Quelques exemples. L'exemple classique de la fonction factorielle, n factoriel, qui est égal à 1 fois 2 jusqu'à n. Donc on peut la définir récursivement comme étant égal à n moins 1 factoriel multiplié par n. La récursivité, on ne la retrouve pas seulement en maths, on peut aussi la retrouver dans les structures de données, les arbres notamment qu'on va voir dans le chapitre 3. Donc un arbre, on peut le définir récursivement comme étant composé d'une racine et ensuite un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit qui sont eux-mêmes des arbres. La récursivité rend la programmation plus facile, plus élégante. Regardez comment on peut écrire facilement la fonction factorielle sans utiliser de boucle. Donc directement, fact de n, return, est égal à n fois factoriel de n-1, bien sûr avec un cas pour sortir. Lorsque n devient égal à 0 ou lorsque n est égal à 0, on retourne 1, 0 factoriel est égal à 1. Voici le même code en Python. Alors, récursif vs itératif, lorsqu'on vous demande d'écrire une fonction récursive, il faut donc que vous ayez un appel de la même fonction dans le corps de cette fonction, comme ici. Et lorsqu'on vous dit en itératif, dans ce cas-là, il faut utiliser les boucles while, do while, for, etc. La récursivité directe et indirecte. Pour la récursivité directe, voici le schéma. Donc vous avez une fonction qui appelle elle-même, comme dans cet exemple-là. Dans la récursivité indirecte, nous avons la fonction a ici composée d'instructions, mais d'une autre fonction. Et c'est cette autre fonction ici t qui fait appel à la fonction a. Donc nous avons une récursivité, mais qui est indirecte. Pour écrire un algorithme récursif correct, il y a les trois règles suivantes à respecter. Premièrement, les cas de base. Ce sont les cas qui ne contiennent pas d'appel récursif. Il faut toujours avoir dans une fonction récursive des cas de base, comme ici, si n est égal à 0, on retourne 0, si n est égal à 1, on retourne 1. Ça permet donc de ne pas boucler indéfiniment. La deuxième règle, c'est les cas de progression. Ce sont les cas justement qui contiennent de la récursivité. Il faut que ces cas-là convergent toujours vers les cas de base. Donc ici, on est sûr que si on prend une valeur de n positif, quelle que soit cette valeur positive, on va avec n-1 et n-2, on va sûrement converger vers ces cas. N deviendra sûrement 0 ou 1, et donc ça permettra de sortir et de donner le résultat de cette fonction. La troisième règle, qui n'est pas évidente, ne jamais refaire le travail. Alors pour expliquer donc cette troisième règle, on va prendre donc l'exemple de la suite de Fibonacci, qu'on peut définir mathématiquement comme étant fib de n égale à fib de n-1 plus fib de n-2, avec si n est égal à 0, c'est 0, et si n est égal à 1, c'est 1. Donc à titre d'exemple, si je veux calculer fib de 2, je n'ai qu'à additionner ces deux nombres, 0 plus 1, on trouve 1. Pour fib de 3, on prend les deux précédents, c'est-à-dire fib de 2, 1 plus 1, 1 plus 1, ça fait 2. Pour fib de 4, on obtient 2 plus 1, et ainsi de suite. Donc on arrive à transformer cette fonction mathématique en une fonction récursive, écrite avec le langage de C. Donc if n égale à 0, return 0, if n est égal à 1, return 1. Sinon, donc return fib de n-1 et fib de n-2, et ça marche, les résultats qu'on obtient sont corrects. La version itérative de cette fonction, la voici, donc avec une boucle. Ici, vous récupérez donc le résultat dans la variable x. Alors le problème, c'est que lorsqu'on exécute cette fonction-là, les résultats sont corrects, mais il y a un problème au niveau du temps. Dès qu'on arrive à 40 ou un peu plus, le temps devient très important. Pour 44 secondes, pour 45, 43 secondes, et lorsqu'on arrive à 60, on doit attendre des heures pour que notre ordinateur, malgré sa puissance, donne le résultat. Alors que dans le cas de la version itérative, le temps, la réponse elle est instantanée, donc c'est des millisecondes, même pour des valeurs de n très très grandes. Ici on parle de temps exponentiel, et ici on parle de temps polynomial. Retenez bien ces deux mots, donc on va revoir dans le chapitre suivant. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'algorithme récursif, pour des valeurs de n assez grandes, le temps devient très important?
On peut expliquer ceci à travers ce schéma. En fait, si on veut calculer par exemple fib de 5, donc le compilateur va donc calculer fib de 4 plus fib de 3. Ensuite, il va s'occuper de fib de 4 et il va exécuter la fonction une deuxième fois. Fib de 4, c'est fib de 3 plus fib de 2, ainsi de suite. Donc, il va calculer jusqu'à remonter les résultats et avoir la valeur de fib de 4. Une fois donc ce fib de 4 calculé, il va passer à fib de 3. Et c'est à ce moment-là qu'il ne va pas se rendre compte que fib de 3 a été déjà calculé dans cette branche et il va refaire justement le même travail. C'est justement dû à ce point-là qu'on obtient un temps exponentiel. Alors qu'en itératif, ce phénomène n'apparaît pas et donc la réponse elle est instantanée. Donc ici, il faut tout simplement changer cette fonction de telle manière à dire que lorsque on calcule quelque chose, on mémorise la valeur pour pouvoir la réutiliser et ne pas perdre de temps. Nous terminons ces rappels par la notion de structure de données, c'est-à-dire la représentation des données manipulées par votre algorithme. N'oubliez pas que le terme structure de données fait partie du nom du module algorithmique et structure de données, d'où son importance. Alors les variables, les tableaux, les listes chaînées et autres données que vous manipulez dans votre algorithme rentrent donc dans le terme structure de données. C'est tout simplement la complexité spatiale. Et donc il est important de faire un choix optimal de la structure de données que vous manipulez pour éviter que votre application se bloque à cause d'une consommation excessive de la mémoire. Donc pour faire ce bon choix, on se base généralement sur les 4 critères suivants: l'espace mémoire occupée, facilité d'accès, facilité de mise à jour, statique, dynamique. Alors pour illustrer ces 3 critères, je prends l'exemple donc d'une liste de 3 entiers représentés par un tableau et aussi représentés par une liste chaînée. Donc si on parle du premier point, espace mémoire occupé, on voit bien que dans un tableau, on a besoin uniquement de 3 cases, alors que dans une liste chaînée, on est obligé d'ajouter un pointeur pour chaque élément, une case pour chaque élément, parce que les éléments sont éparpillés dans la mémoire. Donc on peut dire que les listes chaînées consomment plus de mémoire qu'un tableau. La facilité d'accès, les tableaux là aussi remportent le match, puisqu'on peut facilement accéder à un élément en utilisant son indice, donc T de I ou A de I selon le nom du tableau, alors que dans une liste chaînée, on est obligé de faire des parcours pour accéder à des éléments. Concernant la mise à jour, là par contre, ce sont les listes chaînées qui sont meilleures, puisque si on veut faire des ajouts et des suppressions, vu que les éléments sont déjà éparpillés dans la mémoire, on n'a qu'à faire des mises à jour de pointeurs. Alors que dans les tableaux, si on veut insérer surtout au milieu ou supprimer, des décalages sont nécessaires. Le dernier point, c'est statique versus dynamique. Vous savez bien que les tableaux sont des structures statiques et les listes chaînées sont des structures dynamiques. Alors, statique, voici donc la définition. L'allocation se fait avant l'exécution du programme. Donc là, on n'a alloué que 3. Mais en réalité, lorsqu'on alloue un tableau, on est obligé d'allouer plus de mémoire pour réserver de l'espace mémoire pour les éléments qui vont suivre. Alors que dans les listes chaînées, l'allocation est dynamique, elle se fait lors de l'exécution. À chaque fois qu'on a besoin d'un élément, on lui réserve de l'espace mémoire. Donc généralement, ce sont les structures dynamiques qui sont meilleures. Il y a des cas particuliers, ce qu'on appelle les tableaux dynamiques, un mélange entre statique et dynamique, tel que en Java la classe ArrayList qui fait partie du package utile, ou dans le langage C++, vous avez dans la librairie STL le type ou la structure vecteur. J'espère qu'on aura l'occasion de parler des tableaux dynamiques en présentiel qui se basent sur la notion de recopie lorsqu'il y a un débordement.